Medianoche. Medianoche. Bonjour ou bonsoir à tous en fonction du pays et de l'heure auquel vous nous écoutez. Bienvenue dans le 4e épisode de la saison 5 de Bola Latina, le podcast 100% football latino de la rédaction de Lucarne Opposé. Aujourd'hui, au menu, on va s'intéresser à une question lancinante et qui revient même assez régulièrement, celle de la distance qui s'est créée et qui ne fait que croître entre la sélection brésilienne et son peuple. J'ai employé le terme sélection brésilienne, donc forcément, vous l'aurez deviné, je vais être accompagné dans cette émission par le Rubro Negro de la rédaction de Lucarne Opposé, Marcelin Chamoin. Salut Marcelin. Salut Nico. Alors cette question, elle nous avait été posée d'ailleurs. Cette question, elle nous avait été posée lors d'un live. D'ailleurs, merci les lives que l'on organise notamment sur Twitch tous les lundis. Merci donc pour ce sujet. Et effectivement, cette question revient, je le disais en introduction, assez régulièrement, notamment à chaque grande compétition jouée par la sélection, parce que c'est un phénomène qui s'observe. Cette question, je le disais, c'est celle de la distance qui s'est créée et qui ne fait que s'agrandir, que croître entre la sélection et son peuple. Et pour montrer à quel point cette question est importante et pas que vue de l'extérieur, c'est une question qui a été posée à Neymar dans un podcast qu'il a réalisé, notamment aux côtés de Ronaldo Fenômeno, rien que ça. Et écoutez sa réponse. A seleção brasileira, né, se distanciou muito vamos dizer, do torcedor brasileiro, né? Sim. Não sei o motivo, não sei quando isso começou ou por que aconteceu, mas eu vejo isso pelos nossos jogos, né? Acho que é pouco comentado, poucas pessoas sabem quando vai acontecer o jogo ou não. Então isso é ruim, é triste, né? Por eu estar vivendo nessa geração em que a seleção brasileira, quando joga, não é importante, sabe? Porque na época que eu era torcedor, na época que eu era criança, o jogo da seleção brasileira era um evento, né? Então você tinha que se preparar, você tinha que encontrar a sua família inteira, você colocava a camisa do Brasil, você botava a bandeira do Brasil na janela, e era churrasco, era bolo, era tudo em casa. Então era um evento, assim, né? E hoje em dia já não tem mais essa importância, né? Alors on le voit, Neymar est touché par ce changement, cette distance qui s'est créée, cet éloignement du peuple envers sa sélection. Et on va donc, nous, essayer de le comprendre, ce phénomène, de l'expliquer un petit peu. Et l'élément clé pour bien comprendre le nœud du problème, Marcelin, c'est d'abord de dire qu'au Brésil, pour le peuple brésilien, par rapport à sa sélection, il n'y a véritablement qu'une seule compétition qui prévaut. Oui, le Brésil ne vit quasiment que pour la Coupe du Monde. La Copa América a très peu d'importance. D'ailleurs, il n'y en a aucune qui est remportée entre 1949 et 1989. Il y a quelques éditions qui sont entrées dans l'histoire par le scénario, notamment celle de 89, parce que ça faisait 50 ans qu'ils n'ont pas gagné. Et puis la finale était contre l'Uruguay au Maracana le 16 juillet en plus. Il y a celle de 2004 avec l'égalisation d'Adriano à la fin, à la dernière minute contre l'Argentine. Mais le pays ne se passionne pas pour cette compétition. Les Jeux Olympiques ont été importants à un moment, parce qu'à chaque fois le Brésil envoyait une grosse équipe, mais ils n'arrivaient pas à gagner, c'était le seul titre qui manquait à leur palmarès. Ils l'ont remporté à domicile en 2016, dans une ambiance particulière, parce qu'il n'y avait pas de soutien au début, voire on y reviendra, même les supporters étaient contre l'équipe. Donc ils ont gagné cette compétition. Mais par exemple en 2021, ils ont conservé leur titre et ça n'a pas vraiment eu d'importance dans l'histoire. Donc vraiment ce qui compte au Brésil, c'est la Coupe du Monde. Et là vraiment par contre le pays s'arrête pour vivre l'événement. Par exemple les jours de match du Brésil sont fériés. Tous les commerces sont fermés à l'exception évidemment des bars et des restaurants. Et aussi on voit des drapeaux du Brésil partout aux fenêtres des immeubles. Ça peut être assez impressionnant quand on marche dans la rue, voir les immeubles où il y a des drapeaux vraiment partout. Et puis aussi une tradition qui est née lors de la Coupe du Monde de 1994, c'est les rues qui sont peintes en vert et jaune 2 à 3 mois avant le tournoi. On voit dans tout le Brésil, il y a des concours qui s'organisent aussi pour élire la plus belle rue de chaque ville. Donc c'est vraiment, oui, la Coupe du Monde, elle est à part
pour le Brésil, même si déjà, je pense qu'on peut dire que la dernière Coupe du Monde où le pays était vraiment à 100% derrière l'équipe, c'était en 1982, et c'est aussi pour ça que la défaite contre l'Italie a été un drame absolu, et c'est déjà une première mort du Jogo Bonito. Mais déjà en 86, même si c'est la même équipe, c'était plus pareil, parce que les joueurs étaient soit blessés, fatigués ou forfaits pour Leandro. Le Brésil a été éliminé contre la France au tir au but. Zico et Socrates ont été énormément critiqués. Et ensuite, après cette élimination, le Brésil va vraiment entamer un virage défensif qui est symbolisé par le sélectionneur Lazzaroni et au milieu de terrain Dunga, avec une élimination en huitième de finale en 90, vraiment sans émotion. Donc il y a déjà cette perte d'identité un petit peu du jeu brésilien. Puis ça va être rattrapé en 94 avec le Brésil qui gagne la Coupe du Monde et Romario qui devient l'idole nationale quelques mois après la mort d'Ayrton Senna, qui était devenu lui la véritable idole du Brésil. Donc c'était pour une fois plus un footballeur. Ça montre déjà peut-être un petit changement déjà dans les années 90. Ouais, ça montre peut-être un petit changement. Les rues peintes en vert et jaune, ça nous fait penser à la fameuse photo de Gabriel Jesus, hein, c'est ça, hein. Oui, Et, oui, ouais, c'était c'est lui qui, celle-là. en 2014, peignait sa rue. Je pense pas qu'elle avait gagné un concours, cette Ouais, rue-là, non, je voulais pas le dire, mais bon, c'est vrai que mais oui, il y a... ce que tu expliquais sur cette tradition, ça explique aussi cette photo, hein, qui avait tourné de Gabriel Jesus, enfant, qui peignait dans les rues. Voilà. Donc tu le disais, Il y a d'autres rues à voir Ouais, qui sont vraiment pour le coup magnifiques, ouais. ouais, voilà. Mais voilà, c'est donc cette tradition-là, et tu le dis. Pourtant, voilà, 94, il y a la victoire. À l'époque, les résultats sont pas si mauvais que ça, hein, de la Célestin. Les résultats sont là même. Quand ils arrivent à la Coupe du Monde 98, ils sont tenants du titre. En 2002, ils la gagnent à nouveau. Mais justement, c'est cette période-là, cette période charnière, on va dire, hein, ce basculement, ce passage entre 20e et 21e siècle, où il y a véritablement, c'est vraiment, je pense, on peut le dire, c'est le moment où la distance commence véritablement à se creuser entre la Célestin et son peuple, hein. Oui, et ça se fait vraiment par étapes. Il y a eu, je pense, le début des années 90 avec le football défensif. Et aussi, ça, le Brésil va faire 3 finales sur la période. Et en 98, il y a déjà des polémiques. En fait, il y a le malaise de Ronaldo en finale, ce qui va pousser certains à dire que le Brésil a vendu le match à la France pour des intérêts économiques. C'est une théorie qui fonctionne assez bien au Brésil. Et à cette époque-là, il y a aussi une commission d'enquête parlementaire qui va s'intéresser au contrat entre Nike et la CBF. Et on va en parler aussi dans le prochain mag. Mais le football brésilien est vraiment fragilisé par toutes ces histoires qui montrent que le football est vraiment entré dans l'ère du business. On pourrait appeler ça comme ça. Donc on est loin du football un peu plus, sans être amateur, mais plus romantique, on va dire, qu'il pouvait y avoir dans les années 80. Et la Coupe du Monde 2002 va être vraiment un tournant, je pense, dans ce rapport entre la sélection et la population. L'équipe va être énormément critiquée et vue avec méfiance avant le tournoi, puisque les éliminatoires ont été très difficiles. Le Brésil se qualifie seulement lors du dernier match. Et en plus, Romario n'est pas convoqué. Donc, comme j'ai dit, Romario, c'était vraiment une idole au Brésil. Pourquoi? Puisqu'il revient en 95 au pays, donc 6 mois seulement après la Coupe du Monde, et il a 28 ans, donc c'est vraiment l'âge où le footballeur est au top de sa carrière. Il joue au Barça et il va préférer revenir au Brésil dans des clubs en plus extrêmement populaires, Flamengo, puis Vasco. Donc on voit aussi à travers Romario un petit peu pourquoi les Brésiliens vont s'éloigner un peu de la sélection. Et pourtant, la Coupe du Monde 2002 va laisser des bons souvenirs aux supporters. Forcément, parce que le Brésil gagne. Mais en plus, il y a des matchs au milieu de la nuit, notamment le match contre l'Angleterre qui est à 3 heures du matin. Et nous, on le sait bien, les matchs comme ça en pleine nuit, ils sont toujours particuliers. Donc pour ceux qui ont vécu cette Coupe du Monde 2002 au Brésil, il y a une vraie nostalgie. Et en plus, cette Coupe du Monde 2002, c'est un tournant aussi parce qu'il y a ce mélange entre le jogo bonito et le football pragmatique, puisque c'est Scolari le sélectionneur, il y a une défense à 5, des milieux très travailleurs, et en même temps, il y a des joueurs très spectaculaires, notamment les 3 R devant, et puis Roberto Carlos sur le côté gauche. Donc on voit un petit peu que 2002, c'est un moment assez charnière dans l'histoire du football brésilien de la sélection.
Ouais, et malgré le titre, hein, tu le dis, et tu le sous-entends avec le cas Romario, hein, justement, lui n'y est pas, mais voilà, tu as expliqué son cas là. Il y a un élément qui commence un petit peu à poindre le bout de son nez. On avait déjà évoqué, hein, dans un podcast la lente érosion des appellidos, les surnoms, hein, qui sont donnés aux joueurs. On avait alors parlé de ce que cela disait aussi, hein, de l'identité, d'une certaine identité brésilienne. Et donc ce phénomène qui apparaît, et Romario en est le symbole, dans l'autre sens, lui, pour le coup, c'est qu'il y a de moins en moins de joueurs au fil des années qui défendent les couleurs de la Seleção en évoluant au pays. Oui, ça se fait vraiment progressivement. Si on prend quelques Coupes du Monde mythiques du Brésil, on va vraiment le voir à travers les années. En 2002, sur les 23 joueurs de 2002, il y en a 12 qui évoluent au Brésil. Donc c'est encore une majorité, une courte majorité, mais une majorité. Et oui, les joueurs quittent le Brésil de plus en plus tôt. Parce que par exemple, en 70, tous les joueurs jouent à ce moment-là au Brésil, puisque c'était de toute façon une condition pour être sélectionné en Coupe du Monde et en sélection nationale. Donc dans les années 50-60, il y a quelques joueurs qui vont partir en Europe, mais renoncent du même coup à la sélection. On en avait parlé dans le mag numéro 16. Et sur les titulaires de la sélection de 70, il y a 5 joueurs qui vont faire toute leur carrière au Brésil et 6 joueurs qui vont quitter le pays. Mais à part Jairzinho qui rejoint l'OM à 30 ans, tous les autres joueurs sont en fin de carrière, donc 33 ou 34 ans. Et surtout, ils ne rejoignent pas l'Europe, mais les États-Unis pour Carlos Alberto et Pelé, ou l'Arabie Saoudite pour Rivellino. En 82, il y a déjà un changement, puisque Falcao et Dirceu sont convoqués, alors qu'ils jouent à l'étranger, Falcao à la Roma et Dirceu à l'Atlético de Madrid. Donc c'est les premiers joueurs à être convoqués pour une Coupe du Monde, alors qu'ils jouent à l'étranger. Même si en 1934 c'est un petit peu particulier, mais la CBD qui convoquait les joueurs à l'époque était encore officiellement amateur, alors que tous les clubs avaient adopté le professionnalisme, sauf Botafogo. Donc la CBD va convoquer surtout des joueurs de Botafogo, et ce qui montre un petit peu l'hypocrisie du système amateur de l'époque, c'est que la CBD va aller chercher des joueurs, va les payer et leur proposer un contrat, donc notamment Luis Luz qui jouait à Peñarol et Patesco qui était au National, donc en Uruguay également. Ils vont payer ces joueurs pour qu'ils jouent la Coupe du Monde, donc ils jouent à l'étranger, même si finalement ils sont sous contrat avec la CBD. Donc on peut dire que Falcao et Dirceu, c'est vraiment les premiers joueurs étrangers, entre guillemets, à jouer une Coupe du Monde avec le Brésil. Et si pareil, on prend les titulaires de 82, on a cette fois 9 titulaires qui vont jouer à l'étranger. Et surtout, la grosse différence par rapport à 70, c'est qu'il y en a 8 qui vont jouer en Europe. Il y a juste Oscar qui va jouer au New York Cosmos et au Japon. Mais sinon, tous les joueurs vont jouer en Europe. Et la plupart partent après 30 ans, sauf Toninho et Falcao à 28 et 27 ans, qui rejoignent la Roma. Sinon, c'est encore des trentenaires qui font leur carrière au Brésil. En 1994, on a 8 titulaires qui vont jouer en Europe et 3 au Brésil. Et là encore plus important, il y a 10 des titulaires qui vont jouer en Europe. Et un départ qui se fait beaucoup plus tôt cette fois, plutôt vers 24-25 ans. Il y a Zinho, la seule exception qui va jouer au Japon en début de carrière et qui fait une pige à Miami en fin de carrière. Mais lui va passer le reste de sa carrière au Brésil. D'ailleurs, il gagne 4 fois le Brasileirão avec 3 équipes différentes. Mais sinon, tous les autres joueurs vont passer par l'Europe. En 2002, on retrouve ces proportions de 8 titulaires qui jouent en Europe et 3 au Brésil. Et pareil, 10 joueurs qui vont jouer en Europe au cours de leur carrière. La seule exception, c'est Marcos qui fait toute sa carrière à Palmeiras, mais le poste de gardien est particulier au Brésil, parce que les gardiens ont moins la cote pour le marché européen. Et pareil, il y a 8 joueurs qui vont découvrir l'Europe entre 22 et 26 ans. Mais là, il y a déjà 2 joueurs qui partent encore plus tôt. Ronaldinho à 21 ans et Ronaldo à 18 ans. Donc effectivement, c'est 2 phénomènes, mais on voit que les joueurs partent de plus en plus tôt en Europe et c'est plus difficile pour les supporters de s'identifier à ces joueurs. Ouais, et tu parles de l'exception que sont les gardiens. J'ai presque envie de dire que cette exception, elle a un petit peu sauté, hein, avec les Alisson, par exemple, hein. Enfin, tu vois, les derniers gardiens commencent à s'exporter quand même, hein. Oui, les gardiens partent aussi, c'est vrai que c'était plus le C'était pas cas le à cas l'époque. avant, en fait. C'est-à-dire que là, c'est de plus en plus présent, quoi.
Oui, parce que même les remplaçants, Dida, il est parti Ouais. assez tard au Brésil, Roger Ceni, Fabio, on fait même Cassio aujourd'hui. Oui, il y a quand même maintenant des Brésiliens qui vont un peu plus en Europe, même si je pense Ederson et Alisson, c'est aussi par leur qualité qui est peut-être encore supérieure à Différente. celle Ouais. de Ceni ou Marcos. On est d'accord. Mais voilà, donc on le voit, il y a ce phénomène-là. On va en profiter pour faire la bise à Larry Bosman, hein, qui nous a bien flingué l'Amérique du Sud, vous le voyez bien. On continue de le voir. C'est un petit peu notre. C'est toujours notre petit serpent de mer, hein, Larry Bosman, parce que forcément, ça correspond plus ou moins à cette période. On le voit, hein, le temps que ça s'installe. Ils partent de plus en plus tôt. Et alors, attention, on ne fait pas le raccourci et le lien. Mais en plus de ces phénomènes-là, qui commencent à faire croître cette distance que prend le peuple avec la Célestin, il y a surtout aussi le fait que les résultats finissent par ne plus suivre, Marcelin. Oui, parce que la CS100 va enchaîner les déceptions. Le meilleur résultat depuis 2002, c'est une quatrième place en 2014. Donc, on peut pas dire que la Coupe du Monde 2014, Ouais. c'était non plus une réussite. Mais en 2006, il y avait ce quatuor offensif, Ronaldinho, Kaká, Adriano, Ronaldo, qui était extrêmement attendu et au final qui va décevoir. Et les joueurs vont forcément s'éloigner du peuple en fait en faisant quasiment toute leur carrière en Europe. Kaká, quand il quitte le Brésil, il a 21 ans. Et Adriano, il a 19 ans. Donc c'est des joueurs qui n'ont pas le temps de marquer l'histoire du football brésilien. D'ailleurs, les 4 joueurs offensifs de 2006, il n'y en a aucun qui remporte le Brésilien avant le départ en Europe, même si Adriano va le gagner 2 fois quand il revient. Mais il n'y a pas de titre avant, alors que par exemple des joueurs comme Bebeto, Cafu, Roberto Carlos avaient gagné le Brésilien. Rivaldo et Romario, sans le gagner, avaient gagné d'autres titres importants, avaient vraiment marqué l'histoire de leur club. Donc ces nouveaux joueurs, enfin, les joueurs du 21e siècle, deviennent au mieux en fait l'idole de leur club à eux, mais ils vont pas marquer les Brésiliens en général. Pour ça, il faut des parcours dans le Brasileirão et en Libertadores sur plusieurs années. Par exemple, Gabriel Jesus, il a été exceptionnel avec Palmeiras, mais il reste que 1 an. Il gagne le Brasileirão, mais après, il n'a pas le temps de faire la Libertadores. Donc, il n'a pas le temps de devenir vraiment une idole au Brésil et c'est se limite à Palmeiras. Donc on peut dire que la sélection s'est européanisée au niveau du jeu pratiqué, mais aussi au niveau des joueurs qui ne représentent plus le Brésil. Et pour revenir sur les résultats en Coupe du Monde, en 2010, il y a un retour de l'ère Dunga, cette fois comme sélectionneur, une élimination vraiment sans émotion, et puis aussi des joueurs justement locaux ou spectaculaires, ou les deux. Donc je pense surtout à Ronaldinho, Neymar et Ganso qui n'ont pas été sélectionnés, alors que le Brésil poussait vraiment pour qu'ils fassent partie de cette Coupe du Monde. Et puis en 2018, si on revient avec les comparaisons qui ont été faites avec les autres Coupes du Monde au niveau des joueurs, leur passage en Europe, on voit qu'il y a encore un changement. Puisque en 2018, il y a les 10 titulaires qui jouent en Europe. La seule exception, c'est Fagner au Corinthians, mais il est là un petit peu parce que Dani Alves est blessé. Sinon, les 11 joueurs passent par l'Europe. Alors, Alisson, tu en parlais, il rejoint la Roma à 24 ans. Donc, en 82, c'était très tôt. 94, c'était l'âge. En 2018, c'est très tard. Parce que, à Oui. part Neymar, on va y revenir, qui reste à Santos jusqu'à 21 ans, les 9 autres joueurs, ils vont avoir 20 ans ou moins lorsqu'ils partent pour la première fois en Europe. Avec quelques échecs d'ailleurs qui sont pas non plus. Il y a Miranda à Sochaux, Thiago Silva au FC Porto, Fagner au PSV, Paulinho à Vilnius et Coutinho à l'Inter. Donc tous ces joueurs vont connaître un premier échec en Europe. Et d'ailleurs, à part Coutinho, ils vont tous revenir au Brésil, où ils vont marquer l'histoire de leur club brésilien, remporter des titres, avant de revenir en Europe où ils seront bien meilleurs. Donc on voit qu'il y a vraiment une différence par rapport à toutes les Coupes du Monde et cette évolution en fait qui n'arrête pas, même s'il y a d'autres raisons que ces joueurs européens pour expliquer cette fracture entre la sélection et le peuple. Oui, évidemment, hein, parce qu'on imagine aussi que si t'as 10 titulaires qui jouent en Europe mais qui vont chercher la Coupe du Monde, ça posera moins de problèmes, hein. Donc voilà, il y a quand même, un. Voilà, tu évoquais 2010, tu as évoqué 2018, il y en a eu une entre. Tu l'as évoqué un petit peu tout à l'heure, 2014, on va revenir dessus, évidemment. En fait, c'était celle qui aurait pu réconcilier tout le monde, concrètement, puisque c'était le retour de la Coupe du Monde au Brésil. Et au final, pas du tout. C'est presque même celle qui a continué davantage de creuser, hein, le trou dans lequel est jeté la Célestin.
avec évidemment, et ça tout le monde va y penser, il y a eu déjà des articles sur Hello et dans les mags à propos de ce terrible 7-1, mais pas que. Non, ouais, ça vient un petit peu avant. Le Brésil obtient l'organisation à la de la Coupe du Monde en 2007. À l'époque, c'est très bien reçu. Après, le Brésil organise la Coupe des Confédérations en 2013 et il y a vraiment des difficultés économiques dans le pays et il va y avoir des manifestations qui vont débuter. Ça va commencer avec une augmentation du prix du billet de bus à Porto Alegre, mais ça va rapidement avoir un impact dans tout le Brésil et se transformer un petit peu dans des manifestations contre la Coupe du Monde, parce qu'on n'aurait jamais pensé ça du Brésil. Mais pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'argent public qui va être dépensé dans les stades pour la Coupe du Monde, avec des incohérences, qu'il y a 4 stades pour la Coupe du Monde qui sont construits ou rénovés, où il n'y a pas de club hôte qui joue en première division brésilienne, notamment le stade Mané Garrincha à Brasilia, qui à l'époque est le deuxième stade le plus cher du monde derrière Wembley. Et donc c'est vraiment la différence avec 1950, où le Maracana avait été construit comme le plus grand stade du monde, mais il était construit pour le Brésil et pour le peuple. Et même après la Coupe du Monde, c'est un stade qui était destiné encore pour le peuple, pas seulement, mais le peuple avait sa place jusque dans les années 90-2000, alors qu'en 2014, le peuple est vraiment exclu de la compétition, puisque forcément, quand il y a un salaire modeste, il n'y a aucune chance de pouvoir se payer un billet pour aller voir un match de la Coupe du Monde, même sans voir le Brésil. Même le billet le moins cher, c'est complètement un prix complètement prohibitif. Donc le peuple est vraiment exclu de cette Coupe du Monde, il ne se sent pas concerné. Et les Brésiliens vont réclamer des investissements dans les services vraiment de base, qui sont les transports, l'éducation et la santé. On en avait parlé à une table ronde pour le festival de haut football sur l'organisation de la Coupe du Monde. Et finalement, ça veut aucun intérêt pour les Brésiliens. En fait, ils n'étaient pas vraiment contre la sélection, mais contre les investissements publics pour le football. D'ailleurs, à l'époque, Neymar a soutenu publiquement ces manifestations. Et à l'inverse, le public soutenait aussi dans les stades lors de la Coupe des Confédérations le Brésil. Mais il y avait ce lien entre football et politique. Et je pense que les Brésiliens en ont un peu marre de cette utilisation du football. C'est quelque chose qui a longtemps été fait. On pense évidemment à la dictature. On en avait parlé dans les MAC 10 et 15 pour 70. Mais les gouvernements démocratiques ou plus démocratiques l'ont fait aussi. Et donc je pense que les Brésiliens en avaient vraiment marre de cette manipulation des gouvernements qui vont utiliser le football pour se mettre en avant ou pour faire oublier les problèmes du pays. Et justement, par rapport à cela, c'est intéressant parce que c'est ce qu'il y a en toile de fond, hein, tu le dis, cet entremêlement entre les gouvernements qui utilisent le football et le football. Le peuple commence à en avoir conscience. On est quand même dans un mouvement de fond d'une entrée. C'est ce que l'on voit un petit peu dans tous les pays. Ce que je veux dire par là, c'est que la critique du foot business, de ce que devient le football, on l'a eu partout. Et là, on a presque l'impression de se dire que 2014, c'est véritablement là où ça éclate. Enfin, 2014, c'est la Coupe du Monde, mais ça démarre avant, hein, tu viens de l'expliquer. Voilà, c'est un peu le moment où le Brésil se dit, mais attendez, c'est plus notre football là que vous venez installer chez nous. C'est ça, en gros, concrètement. Oui, ça a commencé vraiment avec, je pense, les stades où il n'y Ouais, c'est avait pas ça. de logique, mais oui, ça va monter jusqu'à la Coupe du Monde. Et même après, en fin 2014, il y a le scandale Lava-Jato, donc qui prouve un schéma de corruption c'était pas une grande nouvelle, c'était suspecté depuis longtemps. Mais là, il y a des preuves, et 10 des 12 stades de de la Coupe du Monde vont faire l'objet d'enquêtes pour corruption. Donc c'est vraiment, ça touche tout le Brésil et toute cette Coupe du Monde. Donc avec un schéma qui était assez simple au final, parce que les entreprises en charge des travaux, donc notamment Odebrecht qui était au cœur de ce scandale, faisaient des surfacturations. Et avec cet argent, ça finançait des hommes politiques ou des dirigeants de football. Donc non seulement le peuple est écarté de la Coupe du Monde, mais en plus c'est une victime directe de cette corruption, puisque c'est l'argent public qui est utilisé pour les stades qui est détourné. Et après, entre-temps, il y a eu la Coupe du Monde en elle-même, parce qu'on voit la corruption, mais sur le terrain, ça s'est très mal passé. Évidemment, il y a eu ce 7-1. Et d'ailleurs, maintenant au Brésil, c'est le 7-1, c'est une expression pour parler justement de ce Brésil qui va mal, de cette corruption. Et il y a un changement en 2014, avec cette telle défaite, en fait, on voit
pour la première fois, je pense, les Brésiliens qui se moquent de la sélection. Avant, quand il y avait une élimination, c'était soit de la tristesse, soit de la colère, mais il n'y avait pas cette moquerie. Et donc là, ça marque vraiment, je trouve, un tournant dans ce rapport entre la sélection et le Brésil. Et pour revenir à la politique et au scandale de Lava Jato, ça va amener la destitution de Dilma Rousseff. Et au Parlement, le vote pour cette destitution va être public. Et après les 8 premiers votes, il y a un score de 7-1 en faveur de la destitution. Donc les Brésiliens vont beaucoup en parler. Ça montre aussi la chute de la sélection. Mais ça va être repris, quoi, du coup. Enfin, Et, le ça- fameux 7-1 devient. et l'expression du 7-1 revient encore cette fois contre Dilma. Mais cette corruption, elle touche en plus pas seulement les hommes politiques, mais aussi les dirigeants de la CBF, donc la Confédération brésilienne de football. Il y a quand même 3 présidents qui vont être destitués pour corruption. Et en plus, l'entité est si corrompue qu'il n'y a pas d'espoir en fait que ça change, puisque même si les noms vont changer, le système reste le même. Il y a eu des articles sur le site déjà pour parler de cette corruption. Mais c'est un peu tout ça aussi qui explique le ras-le-bol des Brésiliens. Et en plus, la CBF, après 2014, va nommer un nouveau sélectionneur qui ferme le jeu et qui n'en produit pas, Dunga. Donc c'est encore un retour en arrière. Et les Copa América en 2015 et 2016 sont complètement ratés. Et ça participe forcément. Enfin, le Brésil ne se rattrape pas de 2014 avec les 2 Copa América suivantes. Ouais, et on l'avait vu, hein, quand on avait été en 2019, hein, le fait que le peuple brésilien avait une certaine résignation face à la corruption, même si ça gardait de la colère, hein. Je me souviens de quelques voyages assez, avec des débats assez animés, hein, dans la voiture, avec certains chauffeurs, quand on était au Brésil. Donc voilà, on le voit, il y a aussi tout un contexte, il y a aussi, j'ai presque envie, d'un réveil populaire aussi par rapport à ce que devient le football, à ce qu'est devenue la société brésilienne. D'ailleurs, tu parlais du scandale Lava Jato, je ne sais pas si tu l'as vu, mais je vous conseille la série sur Netflix au Mecanismo qui est très intéressant. Je ne sais pas si tu as vu cette série. Euh, J'avais commencé, mais je suis pas rentré dedans, du coup, non, j'ai pas Voilà, moi je encore suis allé au regardé. bout, moi. C'est une des rares où je suis allé au bout, alors voilà, je le dis. Mais voilà, mais bon, tout ça pour dire que voilà, il y avait tout un contexte politique, tout est arrivé se mélanger en même temps. Et on va revenir un petit peu sur le terrain, quoique pas forcément, parce que tu l'évoquais tout à l'heure, il y a l'exode massif des joueurs qui sont, enfin l'exode des joueurs vers l'Europe. Mais il y a aussi un autre phénomène, c'est que la sélection, elle aussi, choisit, presque envie de dire, de prendre ses distances avec son peuple. Elle va aussi quitter la rue, elle va aussi quitter le pays. Oui, c'est ce qui est plus surprenant, mais même plus choquant, je trouve encore, parce que, bah, limite, que les joueurs partent en Europe, on peut comprendre. Ouais. Mais la CSAO ne joue plus non plus au Brésil. Donc j'ai calculé sur les 77 matchs amicaux du Brésil après la Coupe du Monde 2010. Il y en a 16 qui ont eu lieu aux États-Unis, 28 en Europe, dont 10 en Angleterre, 5 au Moyen-Orient, 5 en Asie de l'Est, 8 à d'autres endroits dans le monde, et seulement 15 au Brésil, donc ça représente moins de 20% des amicaux de la sélection qui vont avoir lieu dans le pays. Et pourquoi? Tout simplement parce que la CBF récupère plus d'argent en jouant à l'étranger. Donc les Brésiliens sont privés de la sélection, notamment à Rio où il y a un seul match amical sur la période qui va avoir lieu au Maracana. C'est celui pour la réinauguration du stade. Donc là, ils l'ont mis au Maracana. Mais Encore sinon, heureux. ils l'ont mis celui-là, ils l'ont mis quand même. Mais sinon, c'est le seul. Et même en éliminatoire, le prochain match contre le Chili, ça va être au Maracana, puisqu'à Salvador, il y a des restrictions sanitaires. Mais ça va être le premier match éliminatoire au Maracana depuis 2008. Donc si les Carioca veulent voir la sélection, il y a eu juste la Coupe du Monde, même pas la Coupe du Monde, parce qu'ils ont pas joué au Maracana, mais la Coupe des Confédérations ou les Copa América. Mais sinon, ils n'ont plus l'opportunité de voir la CSO, ce qui était impensable même dans les années 80-90 encore. Donc on voit, en 2018, il y a eu encore eu ce débat sur la fracture entre la sélection et le peuple, avec des faits, notamment les jours de match qui étaient plus fériés, et aussi il y avait peu de rues qui étaient décorées en jaune et vert, c'était vraiment une tradition qui s'est perdue. Et donc il y avait des articles de presse qui s'intéressaient à cela, avec surtout comme raison avancée, ce dont on a parlé, le 7-1, la corruption et le manque d'identification à l'équipe, parce que les Brésiliens restent passionnés par le football. Ils suivent évidemment leur club, mais aussi tous les autres clubs, le Brasileirão, la Libertadores, des compétitions qui sont très suivies.
Donc c'est vraiment limité à la Seleção, où là, elle est suivie que quand il y a la Coupe du Monde. Ouais, parce que c'est important de le préciser, hein, de toute façon, si vous suivez le football brésilien, que ça soit sur Allo ou pas, si vous voyez des matchs, les stades ne sont pas vides, hein, bien au contraire. Ils voilà, ils attirent les stades pour les clubs attirent encore toujours du monde et j'ai envie de dire, nous, on l'a vécu sur place, on parle tout quand même on l'a vu, hein, qu'il y avait une division, que c'est compliqué, pour le public et la cote d'amour de la Seleção, mais la Copa América 2019 avec public au Brésil, les matchs du Brésil, il y a du monde, hein. Ça c'est pas fait à huis clos, hein. Le Brésil-Argentine de la demi-finale ou la finale, les stades étaient pleins et il y avait de l'ambiance, voilà, hein. Donc attention, hein, il y a quand même les gens, le Brésilien ne se détourne pas du football, hein. Il se détourne de sa sélection, on le dit. Et on va revenir sur ce qui a fait le début de ce podcast. On a passé un extrait de Neymar qui est, sans le vouloir ou pas, je sais pas trop, un petit peu le symbole, hein, de ce Brésil et de cette sorte d'incompréhension qui se noue, hein, entre les joueurs, la sélection d'un côté et le peuple de l'autre. On est quand même obligé d'évoquer un petit peu son cas. Lui, à la base, on sait qu'il divise, hein, que sa façon, enfin, le personnage Neymar divise, mais d'un autre côté, Neymar, en sélection, il est quand même bien seul aussi, hein. Donc, je pense qu'une autre raison de cet éloignement, c'est l'absence de crack derrière Neymar, que la CSO n'a pas toujours fait rêver de manière collective, mais il y a toujours eu dans ses rangs plusieurs cracks, des joueurs qui vont vraiment faire rêver les supporters. Et dans les années 2010, il y a des très bons joueurs, mais pour moi, il y a un seul vraiment dans la définition du crack qu'on entend au Brésil. Il y a vraiment que Neymar. Neymar, en plus, qui va marquer les Brésiliens en début de carrière. On l'avait dit qu'à son époque, les joueurs restent 1 ou 2 ans. Ils n'ont pas le temps de marquer le football brésilien. Neymar, lui, il fait 4 saisons pleines à Santos, parce qu'il voulait jouer la Coupe du Monde 2014, toujours en étant au pays, même si il part un an avant. Mais c'est vrai Et que donc, je te coupe 2 secondes, ce que tu dis là, c'est important parce que c'était quand même le plan, c'est ce qui était prévu. Santos avait cassé sa tirelire et il y avait une vraie campagne, je me souviens de l'époque, il y avait quand même une vraie campagne, on va presque dire une campagne marketing, qui voulait que Neymar soit là jusqu'à la Coupe du Monde, hein. oui, et d'ailleurs, bah, le football brésilien aussi s'est aidé de cette Coupe du Monde 2014, soit pour retenir un petit peu plus les joueurs, il y avait Lucas qui a fait 6 mois en plus, ou pour en ramener avec par exemple Seedorf, Deco, Ronaldinho à cette époque-là. Mais c'est vrai que Neymar était le vrai symbole de cette époque. Il faisait des matchs exceptionnels. Moi, de ce que j'ai vu du football brésilien, c'était vraiment celui qui a été le plus au-dessus. Il remporte 6 titres, dont la Copa Libertadores. Mais il divise déjà à cette époque au Brésil, je pense à cause de cette personnalité qu'il a. Et puis si on prend les grands joueurs brésiliens à travers les époques, c'est d'ailleurs souvent le numéro 10 ou l'attaquant. Mais si on fait la liste, Pelé, Rivellino, Zico, Romario, Ronaldo, Ronaldinho, Neymar, il arrive en retrait. On n'a pas envie forcément de le mettre, en tout cas en termes d'image, au niveau de ces joueurs-là. Le niveau de jeu est exceptionnel, mais il est souvent critiqué au Brésil aussi, avec des blessures qui sont attribuées à une mauvaise hygiène de vie, ses simulations, ses provocations verbales sur le terrain. Donc il est vraiment en retrait par rapport à ces grands joueurs, et ça contribue aussi, je pense, un petit peu au rejet de la sélection de la part des spectateurs. C'était assez évident lors des JO 2016 où il avait été opposé à Marta. On se souvient des maillots Neymar qui étaient remplacés par Marta par les supporters dans leur dos. Et l'équipe féminine était vraiment supportée pour ces JO. Donc moi, c'est pas le football ou un manque de patriotisme, c'est vraiment cette équipe masculine qui est concernée par ce manque d'amour. Et même s'ils vont gagner les JO, et tu l'as dit, enfin là c'était pour la Copa América, mais pour les JO aussi, le Maracana est bouillant, mais ça suffit pas à faire oublier le 7-1 et le reste. Ouais, et on le voit, hein, on le précise vraiment, c'est vraiment lié uniquement à cette équipe. Et d'ailleurs, Neymar le dit, hein, il parle de sa génération, hein, qui est critiquée, lui ne comprend pas, mais c'est vraiment très spécifique à cette équipe-là. Et tu le dis, il y a cet écart qui s'est creusé, il y a ce rejet de cette sélection, et ça va assez loin quand même. On parlait de symboles, tu disais tout à l'heure, avant il y avait soit de la tristesse, soit de la colère, soit les deux même d'ailleurs, qui se mélangeaient à chaque contre-performance. Depuis, on finit par se moquer d'eux finalement, ou utiliser des grandes pertes comme des éléments de moquerie, ce qui n'était pas dans l'histoire, mais maintenant, on rejette carrément, une partie du peuple rejette carrément le maillot de la sélection, hein. Oui, il y a ce rejet,
Donc on l'a vu dans la Coupe du Monde 2018, encore une fois. Alors c'est le maillot en fait parce qu'il a été porté par les manifestants. Au début, ceux qui demandent la destitution de Dilma Rousseff en 2015 et 2016. Le maillot avait déjà été utilisé lors des manifestations de 2013 contre la Coupe du Monde et pour les investissements publics qui vont servir à la population. Mais à l'époque, il était apolitique et c'est vraiment les manifestants qui défendaient le Brésil. Ensuite, le pays va vraiment se diviser. Donc d'abord avec la destitution de Dilma et ensuite les élections présidentielles qui ont été très tendues en 2017. Et ce maillot du Brésil est devenu le symbole des pro-Bolsonaro. Et donc certains opposants de Bolsonaro refusent de porter ce maillot jaune, puisque maintenant il est associé à Bolsonaro et à l'extrême droite. Et il y a d'ailleurs un maillot de la sélection rouge qui va être lancé par des designers. Donc ça montre un peu cette division qu'il y a au Brésil. Et forcément le rejet du maillot impacte la sélection, d'autant que le football est à nouveau utilisé par le pouvoir. On se souvient de Bolsonaro lorsque le Brésil gagne la Copa América 2019. Il va toucher le trophée au milieu des joueurs. Nous, on était au stade, on avait pu voir cette division entre les Brésiliens eux-mêmes, puisque le moment où le stade a été le plus bruyant, finalement, c'est lorsque Bolsonaro apparaît à l'écran. Et 2 ans plus tard, pour la Copa América 2021, il va tout faire pour l'organiser. Alors que le Brésil dépasse la barre des 500 000 décès à cause de la Covid pendant la compétition. Il y a le record de nouveaux cas qui est battu aussi pendant la compétition. La situation était vraiment catastrophique au Brésil à cette époque-là. Mais Bolsonaro va utiliser cette Copa América pour montrer que tout va bien au Brésil. Donc on voit encore l'utilisation du foot par la politique et ça a aggravé encore une fois la situation pour certains Brésiliens. Ouais, avec en plus des joueurs qui n'ont jamais véritablement pris position alors qu'ils étaient attendus. On se souvient, hein, on en avait beaucoup parlé sur Hello dans les articles de cette Copa América 2021. On avait attendu le discours de Casemiro, Tite, etc., etc. Au final, ça avait fait un peu pchit. Et ça n'aide pas non plus. Hein, si une grande partie du peuple est dans un état de colère, que le Brésil, ça c'est les sangs, ne se mettent pas à ses côtés, n'aide pas non plus. Hein, clairement, on peut le dire. Ouais. Il l'avait fait en 2013 où vraiment les joueurs Ouais. étaient du côté des manifestants. Et là, le pays est tellement divisé que les footballeurs aussi. Et c'est vrai que la plupart ne s'expriment pas. Il y avait quelques soutiens à Bolsonaro. Mais finalement, des oppositions à Bolsonaro, il y en avait eu très peu de la part des footballeurs au Brésil. Après, ça dépasse aussi le cadre de la Oui. sélection. Oui, exactement. Donc voilà, on a fait un petit peu. Il est un peu triste ce portrait, mais en fait, en même temps, ce sont les faits tels qu'ils sont. Tu l'as dit plusieurs fois aussi, on l'a dit dans ce podcast. Nous, on l'a vu sur place en 2019, où on a été quand même. J'imagine que toi aussi, on a quand même été assez marqué de cette Copa América totalement anonyme d'une sélection qui la gagne, alors que voilà, ça faisait 12 ans, hein, c'est ça, qui n'avait plus gagné la Copa América. Dans l'anonymat le plus total, dans un pays qui normalement vibre foot, voilà, je sais que moi, à titre personnel, c'était ma première au Brésil. Je me disais, ça va être incroyable, Copa América au Brésil. En termes d'ambiance, c'était pas fou. Voilà, on voit, ce sont des faits. Il y a, voilà, la sélection actuelle n'arrive pas à se rapprocher de son peuple. Ça va être la dernière question de ce podcast, Marcelin. Quels sont les espoirs qu'elle peut nourrir, cette sélection? Est-ce que cette génération, Neymar, comme il l'appelle lui-même, sa génération, est-ce qu'elle a un moyen, est-ce qu'elle a un espoir de retrouver son peuple? On l'a dit, au Brésil, il y a une seule compétition qui est importante, c'est la Coupe du Monde. Donc pour retrouver ce lien, il y a une seule solution, c'est gagner la Coupe du Monde. Ce qui a été fait d'ailleurs dans l'histoire du football brésilien. Par exemple, en 58, il y a eu le Maracanazo 8 ans plus tôt. La Coupe du Monde de 1954 avait été très peu suivie. Même 1958, le début de la compétition, les Brésiliens ne s'y intéressent pas. Et c'est seulement avec le titre que le Brésil retrouve son amour pour la sélection. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est assez unique dans l'Amérique du Sud, ces périodes de moments plus difficiles entre le peuple et la sélection, même si dans d'autres pays, il y a des périodes de disette. Mais ce Ouais, manque d'amour qui peut se retrouver dans l'histoire, qu'on a parlé aussi de 70,
où il y avait une partie de la population qui ne soutenait pas le Brésil au début à cause de la dictature et de l'utilisation du football par le pouvoir. Finalement, ils gagnent avec un jeu incroyable et ils se réconcilient. Ça a été le cas aussi en 1994 quand le football brésilien s'européanise, ou en 2002 après les scandales de la CBF. Donc on voit même dans l'histoire, c'est vraiment le fait de gagner une Coupe du Monde qui permet de retrouver ce lien. Donc pour 2022, c'est la même chose, même si les mots sont tellement profonds, les causes finalement assez diverses, que je ne suis pas sûr que même une victoire de 2022 serait suffisante pour retrouver ce lien avec cette génération qui est représentée par Neymar. Je pense qu'il va peut-être falloir d'autres joueurs et vraiment attendre encore un peu pour retrouver ce qui avait eu lieu par exemple avec la génération de 1950, ou même si le Maracanazo c'est une génération qui était adorée, et ensuite le Pelé, Garrincha ou l'époque Zico, Socrates. La solution c'est la Coupe du Monde 2022, mais je suis même pas sûr que ça soit une solution suffisante. Ouais, d'autant qu'on ne l'a pas évoqué, mais le Brésil de Tite n'est pas un Brésil Jogo Bonito non plus, hein. Donc voilà, si on veut retrouver, en fait, il faudrait que ce Brésil-là retrouve ses racines, même jusqu'à son jeu, en fait, hein, concrètement, hein. Je pense que s'il jouait véritablement comme une équipe brésilienne, comme tu le disais tout à l'heure, hein, sur l'esprit romantique, peut-être que le peuple brésilien a encore envie de son Brésil romantique, en fait, hein. Il n'arrive pas à faire le deuil de son Brésil romantique. Il y a peut-être de ça aussi, hein. Peut-être que s'ils arrivaient à gagner une Coupe du Monde en jouant à la romantique, là, ils retrouveraient leur peuple, quoi. Oui, après, dans le football d'aujourd'hui, Voilà. ça est difficile de gagner en faisant un jeu comme était pratiqué à l'époque, même si du coup 2002, c'est un petit peu le bon juste milieu, on va dire, parce qu'il y a, Ouais. il y a un football moderne et efficace, mais en même temps, il n'y a pas besoin de toute l'équipe, mais si tu as quelques joueurs qui vont t'amener ce frisson, tu as envie de regarder le match pour ces joueurs, ça peut suffire. Mais là, à part Neymar, aujourd'hui, il n'y a pas grand joueur qui vont te faire lever de ton canapé. Ouais, c'est ça. Il va nous manquer des joueurs frissons, des joueurs très brésiliens. Voilà, vous avez eu cette vue d'ensemble. Vous avez des éléments pour essayer de commencer à comprendre à quel point, là, Marcelin venait de le dire, hein, dans l'une de ses dernières phrases, le mal est profond et va être très très difficile. La distance va être très difficile à raccourcir. Pour en tout cas pour cette génération-là, hein, c'est ce que vient de dire Marcelin. On va espérer que probablement que la prochaine génération soit capable de retrouver ce lien avec son peuple. Et je pense, par rapport à l'interrogation que tu avais sur les autres sélections sud-américaines, je vois pas d'exemple non plus de peuple qui se coupe de sa sélection. Tu parlais de période de disette, ils en ont tous connu. Très souvent, ça suscite plus de la colère que de la distanciation, hein. Donc, mais voilà, c'est ici qu'on va conclure ce podcast spécial Brésil et donc ce lien que la CD100 a perdu avec son peuple. Merci à toi, Marcelin, de m'avoir accompagné sur ce podcast. Merci à toi. Et puis on va vous remercier, hein, d'avoir pris le temps de l'écouter, de nous soutenir, et on va vous encourager à nous suivre si ce n'est pas fait sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, à venir nous rejoindre sur notre Discord pour venir discuter avec nous, pour venir discuter avec la communauté lucarne opposée, pour prolonger ce débat sur cette sélection brésilienne, par exemple. Et puis, je le disais, hein, en vous remerciant de votre soutien, vous pouvez aussi nous soutenir concrètement à travers les magazines. On en a cité quelques-uns. À l'heure où on enregistre, le numéro 17 est toujours là. C'est le dernier en date. Le 18 ne saurait tarder à pointer le bout de son nez. Il devrait arriver à la fin du mois de mars, à la fin de ce mois, donc au moment où on enregistre. Et puis, je le disais, d'autres moyens de nous soutenir, notre maison d'édition, les livres, dont 2 écrits par le monsieur qui vient de m'accompagner ici, la biographie de Garrincha, et le tout dernier en date, hein, Primera Bola. Justement, Marcelin vous a évoqué l'époque des années 30 et de 1934 et de l'hypocrisie du professionnalisme de l'époque. Si vous voulez découvrir comment, et ça rejoint un petit peu, on parle de lien entre le Brésil et le peuple, ben justement, comment le peuple brésilien s'est accaparé le football pour le faire devenir football. J'ai pas l'accent, hein, je suis désolé, mais Marcelin, tu m'excuseras. Tout sera dans Primera Bola. Donc voilà, ça, ce sont les 2 livres écrits par Marcelin Chamoin aux éditions Lucarne Opposée. Et le dernier livre, c'est Léonce Caminos, le livre sur Marcelo Bielsa. Voilà, on va vous laisser ici. Merci à tous de continuer à nous suivre sur, sur les différentes plateformes. On va vous souhaiter une bonne fin de journée ou un bon début de journée en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Et on vous dit à très bientôt, les amis.